Rebonjour, nous voilà repartis pour raconter l'histoire de Kingdom, et la semaine dernière nous nous étions arrêtés juste avant que les intrigues politiques ne recommencent au palais Hanyang. Let's go! Tout le monde essaye de parler au roi, mais on sait très bien que ce n'est pas Il est possible occupé, le de roi. parler au roi. Il est occupé pour un bon moment, oui. Il est souffrotant. Ah, la grippe cette année, elle était rude, hein. Le patient zéro du Covid. Et c'est là que le chef des érudits va essayer de voir le roi, et le premier ministre il dit non, le roi est vivant, n'y allez pas, forcément. S'il voit le roi, au bout d'un moment, ça va faire du drama. Et là, il y a un switch qui se passe, le premier ministre annonce l'état du roi officiellement. Il dit que le roi, certes, est un zombie, mais qu'il est vivant, donc c'est toujours le roi. On se dit merde, c'est couillu. Et on apprend, premier plot twist, que le premier ministre, donc c'est ce qu'on avait dit, a reçu la tête de son fils par Colissimo. Nous, on sait que son fils était un zombie, donc que le prince Chang l'a tué pour se défendre. Mais le premier ministre, qui avait réussi à caler ses 2 enfants dans des positions enviables, va partir un petit peu en mode vengeance, parce que c'est un film coréen, enfin une série coréenne, donc forcément il faut qu'il y ait un plot en lien avec la vengeance. Non, ce n'est pas drôle. Et pas coréen. Non, on peut dire que c'est le moment aussi où il vrille un petit peu aussi. Il commence à... Le personnage commence à être un petit peu empreint de folie, je trouve. Après, on se dit, il a perdu son fils, alors même si il était intriqué dans des intrigues politiques peu recommandables, il a perdu un de ses enfants, donc on peut comprendre aussi le positionnement du personnage. Et c'est là que on se retrouve aussi dans une situation qui est bizarre, où tout le monde sait que le roi est un zombie, enfin qu'il est atteint d'une maladie bizarre, mais qu'on décide de faire comme si de rien n'était finalement. Le roi est vivant, donc c'est tout ce qu'on veut savoir. Vivant et apte à régner, même s'il baffe partout et qu'il veut bouffer ses sujets. Ah bah en gros c'est Macron en fait. Et je me demande si même il l'assoit pas sur le trône à un moment avec des chaînes, oui, enfin ils font pas un truc absolument horrible. Il y a une scène comme ça. Parce que c'est même un des ressorts après, plus tard, de ce qui sera les scènes finales, là. Où c'est un peu le bordel et tout le monde est dans la salle du trône. Et pendant ce temps-là, au Parti communiste, on a le prince Chang et ses copains qui ont réussi à esquiver les zombies. Et ils demandent à Yonchin, mais comment ça se fait que t'es aussi fort ? Voilà, je suis un membre d'un groupe de chasseurs de tigres. Mouyong devient complètement paranoïaque. Mais Chang, lui, se dit c'est pas grave, il est fort, ça ira bien, c'est mon pote. De toute façon, c'est le seul qui est qualifié pour les accompagner, donc on va pas foutre dehors le seul mec qui tue les zombies à 20 pas à la flèche. Quoi. En situation de guerre, comme ça, et de vie et de mort, tu fais pas la fine bouche. Et de l'autre côté, t'as Seobi qui n'a peur de rien, qui va chercher des herbes dans la forêt. Toute seule. Rien nous arrive et l'affreux. C'est ça. Oui, mais après, Seobi, elle se touche aussi. Hein. Elle est prudente. Elle est prudente, mais elle part quand même à chaque fois toute seule chercher des herbes et des trucs et des machins. Et elle tombe nez à nez avec ce qu'on pensait être un zombie, mais non. C'est le magistrat Cho. Donc le magistrat Cho, c'est un des mecs, donc le neveu du premier ministre Cho, c'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille, qui était parti sur le bateau et qu'on pensait mort, parce qu'il est parti comme un gros pleutre parmi les aristocrates. C'est pas lui qui était amoureux d'elle ? Si, mais c'est après que ça se crée. Et ce qui est très bizarre, c'est que ça devient un ressort comique, de par le fait qu'il soit lâche, par le fait qu'il soit faible, il devient un ressort comique, un peu amoureux de Seobi, qui allège un petit peu certaines scènes, alors que malgré tout, c'est quand même un personnage influent, que c'est le neveu du Premier ministre, et donc on se rend compte quand même que ce mec-là, il est pas net. Mais ça devient un ressort comique dans une série qui n'a absolument rien de comique. C'est le sidekick rigolo, quoi. C'est ça, et ça le rend un peu sympathique, en fait. Enfin, pour autant qu'il puisse l'être, mais ça le fait moins détestable. Ouais, voilà, surtout moins détestable, oui. On apprend à l'apprécier avec son côté un petit peu rigolo. Bon, le prince Chang, quand il le voit, vu ce qui s'est passé sur le bateau, qu'ils sont tous retrouvés à quai, il le tabasse avant qu'ils repartent tous ensemble dans l'amitié en sifflotant. Une bromance, une vraie. Et pendant ce temps-là, là où ils veulent aller, en fait, donc c'est le village de Sangju, là où ils veulent tous rejoindre en fait le mentor du prince Chang, donc le monsieur Agnon. Bah lui, il est tout seul dans la forêt, en train de déprimer parce que sa mère est morte.
Donc vraiment l'ermite, jusqu'à ce qu'on vienne lui dire ah, il y a des morts qui reviennent à la vie. Et enfin moi ça m'avait beaucoup surprise, ça a pas l'air de le choquer plus que ça, il décide juste de retourner au village pour aller voir ce qui se passe. Moi on me dit les morts reviennent à la vie, ça me perturbe, je sais pas, je pose des questions, je descends pas tranquille voir ah oui effectivement il y a un bateau plein Ouais, de il est sang. même pas étonné quand il est là. C'est presque, on a l'impression qu'il s'y attendait à ce qu'on vienne le chercher en lui disant ça. Bah, c'est un ermite, il sait que c'est sa quête. Enfin, si, je vois que ça comme explication. Il manquait juste la lumière du soleil éclairée sur lui pour qu'on attende de venir chercher sa quête. Pendant ce temps-là, le prince Chang donc essaye de le rejoindre, c'est ça eux leur quête. Il tombe sur un petit village où tout le monde mange bien et a beaucoup d'argent. C'est bizarre quand même, on se dit, tout le monde crève de faim en Corée, on le sait, je veux dire, on a contextualisé ça, les villageois, ils ont pas de quoi manger, au point que quand ils ont trouvé un cadavre au dispensaire, eh ben, ils l'ont fait en ragoût quand même, donc... Et là, on a des villageois qui portent des bracelets en or, des vêtements en soie, et qui mangent de la viande. Et en fait, le magistrat Cho, donc le sidekick rigolo, reconnaît qu'en fait, il s'agit des affaires qu'il y avait sur le bateau. Vu que forcément, il y était, il savait ce qu'il y avait dessus. Et en fait, les villageois ont looté le bateau. Ce qui explique que le bateau était vide. Par contre, autant les villageois, du coup, ils ont le seum parce qu'ils se sont fait choper, en fait, par un magistrat et le prince héritier. Donc ils se disent, ils vont se faire massacrer. Enfin, on sait très bien comment ça se passe dans un cas pareil. Tu finis battu à mort, tu finis pendu, tu finis en prison. Il y a quand même une question qui se pose. Où sont les gens? Les villageois ont trouvé tous les biens, et ce qu'il y a entre les deux, les zombies, nous on le sait, ils sont où? Les villageois ils disent ah on a enterré les cadavres par là-bas. Et là on se dit bah oui, parce que en fait ils les ont trouvés au moment où ils étaient inactifs, maintenant qu'on sait que les zombies sont actifs seulement une partie de la journée, et pas l'autre. Ce qui va se passer c'est que quand la nuit va tomber, on sait exactement ce qui va se passer. Ils vont tous se relever. Ils vont faire coucou, c'est nous. Il faut se dépêcher en fait de trouver vite où ils ont enterré et d'aller s'en débarrasser. Nos héros partent et malheureusement, parce que ça se passe toujours comme ça dans cette série, les villageois les prennent en embuscade et leur disent « Ah ah, on veut pas que vous nous dénonciez, on sait très bien, ce qui est logique, on sait très bien que de toute façon vous allez nous faire exécuter, donc si on vous tue et qu'on vous enterre avec eux, personne ne le saura jamais. » Ce qui est une réaction totalement normale pour des gens totalement désespérés. Sauf que, on sait très bien ce qui se passe, le soleil se couche, et là, on se retrouve avec des villageois armés de fourches, de petites fourches, nos héros qui sont en infériorité numérique, et une bande de zombies qui viennent de sortir de terre. La situation est toujours de plus en plus désespérée, sauf que, merci, il y a des gens avec des flèches de feu qui terrassent les zombies, on sait pas d'où ils sortent. Et c'est là que notre ermite, qui n'attendait que ça, en fait, est arrivé. Et là, on se dit, mais en fait, Lord Anion, on lui a dit, il y a des zombies. Ah, ok. Et il sait comment les tuer, il a su les trouver en 2 minutes 30. Bah, il avait. Et il arrive un peu comme un Deus Ex Machina, genre coucou c'est moi, je sais exactement ce qui se passe. Mais non, c'est juste il avait le radar à zombies qu'un grand maître singe de la montagne lui avait filé, bien entendu. Que Bulma lui avait donné via la capsule Corp. Voilà, c'est ça. Blague à part, toute la partie combat de nuit et toute la scène de combat est juste magnifique, je trouve, au niveau de la photographie, au niveau des chorégraphies, tout ça, je trouve ça juste super beau. C'est bien fait, non, quoi. C'est clair, c'est ultra léché. Ils ont dû mettre un temps fou pour mettre ça au point. Mais encore une fois, on a cette impression qu'on nous laisse pas de pause, vraiment. Ils arrivent dans un village, ah merde, ah en fait ils se font attaquer par les villageois, et là paf, encore une explosion de flammes, des flèches de feu et tout. On n'a pas vraiment de temps mort en fait. On pensait que le village ce serait un temps mort, et en fait ça n'en est pas un, parce qu'on repart directement dans l'action. Ah, mais ça, si tu cherches à te reposer pendant le truc, t'es sur la même mauvaise série, hein. Y a pas une seconde où on va te laisser souffler. Et là, c'est là que c'est rigolo, c'est que les personnages, genre Chang, Sobi et tout ça, ils se disent mais c'était un Deus Ex Machina, comment ils savaient comment on tue les zombies, quand, d'où il sort. Et là, Chang reconnaît le mec qu'il essaye de rejoindre depuis le début, le chef, le seigneur Hanyon. Donc ils s'entendent très bien. Et nous, on commence à être un petit peu frileux, on se dit est-ce qu'ils sont copains? Après tout, le mec il a trahi son père. Enfin, comme ils se trahissent tous les uns les autres, moi à ce moment-là je me demandais si Hanyon il lui voulait du bien ou pas, honnêtement, je me suis vraiment posé la question. C'est un peu bizarre, on sent qu'il y a un peu c'est un peu ambigu au début, on sait pas trop. Mais après je pense que c'est voulu aussi, le fait que ça nous perde un peu en sachant est-ce que de quel côté il est, quoi.
Et puis c'est bon, c'est clair que t'avais aussi cette espèce d'ambivalence, hein, où lui-même, je crois qu'il savait pas s'il allait aider ou pas. Et ouais, parce que lui, il était dans sa montagne, et puis il avait quand même des raisons de pas forcément vouloir s'investir. Mais Chang, il arrive, il lui montre directement le journal où il parle de la plante de résurrection, et lui dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, et qu'on fasse quelque chose, parce que le Premier ministre, il a fait ça au roi, il faut vraiment qu'on le fasse mettre au fer, quoi. Et Lord Onion, sa première réaction, c'est de lui dire mais prends une tisane et va te coucher, mange un bon petit repas. Mais toujours un personnage quand même qui est très zen. Enfin, je veux dire, on lui dit voilà ce qui s'est passé, le Premier ministre a transformé le roi en zombie et tout, et sa réaction, naturellement, c'est de lui dire mange une soupe et va te reposer. Donc, encore une fois, ça rajoute au côté où on se dit qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque? Est-ce qu'il va pas se faire exécuter dans son sommeil? Est-ce qu'il n'est pas dans le coup? Et pendant ce temps-là, le Premier ministre est totalement parti en sucette, puisqu'il commence à nourrir les prisonniers avec des morceaux de zombies, et il commence à créer des zombies tels qu'on les a vus, nous, dans les villages. C'est-à-dire, il commence à créer une sorte d'armée zombie. Et on se rend compte qu'il est devenu complètement, c'est ce que disait Jo il y a 5-10 minutes, il est devenu complètement zinzin. Ah, il a vrillé, ouais. Il a décidé de partir totalement dans le côté psychopathe de l'affaire. Il en a trop vu, ça l'a rendu dingue. Enfin, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est la mort de son fils? Est-ce que justement le fait d'avoir zombifié le roi, ça a pas genre autorisé quelque chose en lui? Genre, j'ai déjà été trop loin, je peux aller encore plus loin, quoi. À mon avis, il y a de ça, oui, avec la mort de son fils, ça a dû lâcher les vannes complètement et il fait OK, YOLO, maintenant je fais un peu ce que. J'ai plus rien et donc allons-y gaiement, quoi. Puis je trouve qu'à partir de ce moment-là, même dans la façon dont il est représenté, dont il est filmé, on sent toute la noirceur, même sur lui, sur son visage, la façon dont il se ferme, où il fronce les sourcils en permanence. On sent qu'il il passe du côté obscur de la force, quoi. Ouais, et c'est justement d'autant plus accentué que ça se passe juste après une scène où il y a un personnage qui dit au prince écoute, va te coucher, t'as l'air pas bien, t'as l'air fatigué, va te faire une soupe, mange bien, enfin, vraiment, est-ce que c'est aussi pas pour accentuer aussi ce moment où l'autre il va donner à bouffer une soupe de zombies, où les méchants deviennent vraiment de plus en plus méchants, parce que là, on arrive aussi à une scène où genre, dans le même épisode ou juste après, à Hanyang, donc à Séoul, on se rend compte qu'il y a des femmes enceintes qui sont dans une petite maison, nourries, logées, blanchies, à l'abri des regards, et on se dit, il se passe quand même des trucs bizarres. Et on voit que dans tout ce bordel, il y a aussi la femme de Mouyong, dont on savait qu'elle était enceinte depuis le début, donc le garde du corps. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La reine est enceinte, il y a des femmes enceintes qui sont mises à l'abri des regards. On sait que c'est pas bizarre, on sait que c'est, encore une fois, c'est pas une scène qui sort de nulle part. Et on se rend compte qu'en fait, au palais, il se passe vraiment des trucs super dark. Le palais, à la base, c'était peut-être l'endroit le plus sécure, où il y avait le plus à bouffer, à boire, machin, tout ça. C'est là où il y a tous les nobles, mais en fait, c'est l'endroit où se passent les trucs les plus horribles. Et les plus contrôlés. Et les plus secrets aussi. Ouais. C'est pas des erreurs, ce qu'ils font au palais. C'est voulu, ce qu'ils font. Quand les héros, ils déconnent, quand les villageois, ils enterrent les corps et tout ça, c'est des conneries qu'ils font, mais c'est parce qu'ils savent pas. Quand il crée un zombie en faisant bouffer un zombie à un mec normal, il le fait exprès. Ah, il sait pertinemment ce qu'il fait, et il sait pourquoi il le fait aussi, il le fait en ayant une idée derrière la tête. Ouais, mais maintenant il le fait, mais à côté de ça, son armée de zombies, il va pas pouvoir la maîtriser. Je veux dire, il peut pas leur dire toi tu vas aller attaquer là, toi tu vas attaquer là, donc c'est aussi un truc ultra désespéré. Oui, mais est-ce que à ce moment-là, il croit pas un peu qu'il peut les gérer, justement? Est-ce qu'il pense pas que, justement, il a quand même un peu de pouvoir sur eux? Je sais pas, honnêtement, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste le geste d'un mec désespéré qui en a plus rien à faire et qui se dit bon ben quitte à on va tous crever quand même, autant emmener un maximum de monde avec moi. Ouais, quitte à partir, autant partir avec panache, quoi. C'est ça. Ah, il y a peut-être de ça. Peut-être un peu les deux en fait. Mais autant, justement, dans on déshumanise de plus en plus le Premier ministre et tout, dans un autre sens, on humanise de plus en plus notre petite équipe. Parce que c'est aussi dans cet épisode-là, justement, qu'on voit Yong-Chin qui arrive, donc chez Lord Onion, et on savait que c'était son endroit d'où il venait. Et c'est là qu'on commence à avoir des flashbacks, où on se rend compte que il a participé au conflit contre les Japonais, qu'il avait un petit frère, et on finit par apprendre qu'en fait, ils ont décidé, avec la plante de la résurrection, de créer une armée de zombies pour attaquer les Japonais, et que ça s'est retourné contre eux. Et on se rend compte qu'en fait, les gentils sont peut-être pas si gentils que ça, et on se rend compte qu'en fait, les personnages, on se méfiait depuis le début, ils avaient de bonnes raisons aussi d'être en colère. Et je trouve que ça humanise, du coup, de plus en plus notre petite équipe,
qui commence à avoir une personnalité de plus en plus complexe, et de l'autre côté, au palais, les gens, ils sont de plus en plus froids et de plus en plus juste cruels pour être Ouais, il y a de cruels. ça. C'est en fait le palais, au fur et à mesure que ça avance, t'as juste l'impression que c'est un huis clos. Je veux dire, la reine sait pertinemment que t'as les zombies qui sont là et que la fin du monde, entre guillemets, est proche. Et elle, juste ce qu'elle veut, c'est son fils héritier. Et tout le reste, elle l'envoie péter. Alors que quand même, si c'est pour faire régner son fils sur un tas de ruines, quel est l'intérêt? C'est un petit côté désespéré à la Anne Boleyn, j'ai l'impression, où justement, on est prêt à tout pour arriver à l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la fin, quoi. C'est une fin en soi. On pense pas à ce qu'il y a après. Peu importe comment on y arrive, mais il faut qu'on y arrive, quoi. Mais ouais. Parce qu'il y a toujours ce côté course en plus. Tout ce drama, c'est une course. La course au bébé, la course pour choper le prince et le faire emprisonner et le mettre au fer, la course contre les zombies, la course pour trouver une solution. Tout est timé, tout est pressant. Ah oui, tout en sachant aussi que tu as justement le temps où tu as les zombies qui sont en activité ou non, et que ça varie, et qu'ils le découvrent, et que ça rythme aussi les choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que la fameuse scène où il lui dit mange un truc et va dormir, pour moi elle est aussi décalée. C'est parce que ils ont jamais le temps de rien. Donc techniquement il a pas le temps de dormir et de manger. Il en a besoin, mais il le fait. Mais en vrai c'est un truc qui n'a aucun sens parce qu'ils ont pas le temps. Il faut toujours... parce qu'on sait très bien que justement à Sangju, là où ils sont, il y a la garde royale qui arrive, qui demande à ce qu'on rende le prince. Et c'est là que justement on commence à avoir deux clans qui apparaissent. Parce que les gens qui sont venus arrêter le prince, ils sont accusés de trahison et ils se font déglinguer par l'armée de Anyang. Et là, tu te dis, en fait, non, le mec, il est gentil. Mais je sais pas, en fait, c'est toujours... Au bout d'un moment dans la série, à la fin de la saison 1, j'ai l'impression qu'on sait plus qui est gentil, qui est méchant, et où vont les gens, et ce qu'ils vont faire. On peut plus prévoir le move d'après, Mais en non, il y a fait. de ça. Je crois que c'est vraiment, ça a profondément humanisé le truc en faisant, voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est tout en infinité de gris. Et bon, éventuellement, à part chez la reine, qui est vraiment, elle, la noirceur totale, tous ont quand même un petit côté blanc, on va dire. Enfin, de gentillesse en eux. Ouais, et il y a toujours un mec qui réfléchit, genre, là, ils sont à Sangju, la garde royale donc va arriver pour arrêter le prince, et là, il y a quelqu'un qui va se poser la question et qui va se dire, mais comment ils savaient qu'on allait là? Genre, il n'y a pas de vrai Deus Ex Machina, à chaque fois il y a quelqu'un qui se dit, il y a forcément une explication logique à ça. C'est que quelqu'un a dû le balancer. Qui? Comment? Qui a balancé? Pourquoi le mec il savait combattre les zombies? Il y a pas les personnages qui disent, oui, bah c'est comme ça. Enfin, il y a toujours... Ils cherchent toujours une explication, il y a toujours un fond de pragmatisme. On essaie d'expliquer les choses. C'est pas le destin, c'est pas... Oui, non, c'est... C'est aussi pour ça que la religion n'a rien à faire là, parce que tout Oui, s'explique. c'est clair, ici, il n'y a pas de notion, comme tu dis, de destin. Bon, éventuellement, un karma de, voilà, t'es méchant, t'as péché, prends-toi ça dans la gueule. Mais tout vient de réactions en chaîne de ce que les gens ont fait et pas d'un truc qui débarque de nulle part. Et là, comme les gardes sont arrivés avec Sangju, on sait qu'il y a une taupe, mais qui, on sait pas trop. Et évidemment, Sangju, comme c'est un peu une forteresse, tous les gens qui se sont fait attaquer par les zombies, ils arrivent à Sangju, donc ça devient aussi extrêmement compliqué à ce niveau-là. Et tout le monde commence à transformer Sangju en une véritable forteresse anti-zombie. Mais comme tout le monde arrive aussi là-bas, il y a plus à bouffer. Et c'est, moi, je trouve là qu'il va se passer un truc vraiment, super triste. C'est que c'est justement là que, encore une fois, c'est une erreur désespérée qui va retourner la situation. C'est un mec qui va mettre le feu aux réserves de bouffe. Il se passe toujours des trucs, en fait, des trucs cons, mais des trucs qui pouvaient être prévisibles dans un contexte de tout le monde est désespéré et tout le monde marche un peu pour sauver sa vie. Et on a vraiment, d'un côté, les gens qui essayent d'avancer, qui essayent de s'en sortir et contre les zombies, et de l'autre côté, à cette fin de saison, où on voit de plus en plus la reine qui est en train de faire des trucs, on sait même pas ce qu'elle fait, en fait. Fait des trucs pour elle-même. Et puis là, quand même, quand tu regardes la reine aussi, avec ce côté ultra froid de se débarrasser des femmes et de tout ce qui n'est pas masculin, je veux dire, c'est quand même... je veux dire, c'est affreux pour une personne de se dire, bon bah voilà, j'utilise des gens et je les considère même pas comme humains. C'est juste des gros incubateurs sur pattes qui sont là pour moi, pour mon plaisir, et pour le reste, allez vous faire foutre, quoi. Est-ce que c'est pas le côté, justement, le fait qu'elle soit reine et pour elle, étant donné que toutes les autres personnes sont des sujets, elle les utilise, pour elle, elle les utilise juste parce qu'elle a besoin de les utiliser. Le choix, elle n'a pas besoin de leur demander, puisque c'est la reine. Oui, oui, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est la reine, et donc elle en est aussi
totalement et parfaitement inhumaine, parce qu'elle considère rien d'autre en dehors d'elle et de son fils potentiel. Et c'est justement là que moi je trouve que c'est un peu un coup de génie cette fin de saison 1 avec double plot twist. Parce que d'un côté, il y a le village de Sangju qui se barricade et tout ça, où tous les villageois agglomérés et tout commencent à créer une armée. Et en sachant que les zombies, quand le jour se lève, ils se désactivent, alors ils se disent, c'est pas grave, on va faire un gros plan de bataille et tenir la nuit, et dès que le jour va se lever, on va avoir une solution, on va être sauvés. Et bim, plot twist de fin, les zombies se désactivent pas et ils se disent merde en fait, justement le souci c'était qu'il s'est mis à faire froid, donc en fait les zombies c'était pas la nuit, leur moment d'activation c'était le froid, et là ils sont terrorisés les gens. C'est ça, on rentre dans l'hiver. Et un peu l'hiver vient, un peu à la Game of Thrones, l'hiver c'est toujours la place des zombies, c'est froid, c'est la mort, là mais c'est un plot twist incroyable, c'est un cliffhanger qui te maintient pour regarder la saison 2. Mais de l'autre côté, il y a aussi quand même un deuxième plot twist qui est quand même impressionnant, c'est que on apprend juste avant que, en fait, la reine, il y a une servante qui va venir lui faire son bain, et elle a le ventre plat, elle n'est pas enceinte. Et du coup, le fils qu'elle veut donner au roi, c'est pas le sien. Et là, on se dit, putain, mais en fait, les femmes enceintes, c'est que dès qu'il y en a une qui fait un garçon, il est à elle, quoi. Et là, moi, je trouve que ce plot twist, il était presque plus horrible que celui-là. Il y en a un, c'est le désespoir de se rendre compte que les zombies se désactivent plus parce qu'on est en hiver. Mais là, tu te dis, la meuf, elle est complètement, mais elle est à un autre niveau de psychopathe que tous les autres personnages de la série. Ça veut dire que elle a brain tout le palais pour recruter, pour essayer de... En fait, elle fait un élevage de femmes enceintes, c'est monstrueux. Mais à fond. Et on voit en plus qu'elle exécute une mère et son bébé parce que c'était un bébé-fille, quoi. Enfin, donc tu te dis vraiment, elle va jusqu'au bout de la démarche. Et puis on comprend que si elle continue de le faire, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de garçon encore. Donc on comprend que c'est pas la première avec sa petite fille à disparaître, la maman qui accouche. Voilà, et puis on se dit aussi que, ok, dès qu'elle va avoir un garçon, toutes celles qui restent, elles vont disparaître aussi. Mais voilà, pour pas laisser de traces. Et moi je trouve que c'était un double plot twist qui m'a... Et moi j'ai eu la chance de pas attendre 1 an, contrairement à toi, Loli. Oui, j'ai eu beaucoup de mal. Nous on a attendu 2 minutes pour savoir la suite. Et je trouve que là où c'est malin, c'est que direct, on a un truc qui nous happe dans la série parce que c'est dès le début de la saison 2 qu'on apprend que il y a 3 ans, pendant le conflit coréano-japonais, donc là on arrive à caler précisément la date, on est vraiment au tout début du 17e, que le Premier ministre, donc il était donc au courant, il avait appris les propriétés de la plante de résurrection et c'est lui qui avait décidé de transformer des soldats morts en machines à tuer grâce à cette plante. Et on sait comment ça marche, du coup, en plantant un petit peu d'essence de cette plante dans la glabelle de quelqu'un. La glabelle étant, pour ceux qui nous écoutent, située entre les 2 sourcils, et glabelle signifiant littéralement sans poil. Donc c'est la zone sans poil entre les 2 sourcils. Voilà. Petit instant de culture inutile. Et c'est justement le Premier ministre qui a vu avec Lord Anion, donc Lord Anion était totalement au courant de ce qui se passe, comment créer cette armée de morts-vivants, et ça s'était retourné contre eux, puisque à ce moment-là, on apprend que les zombies se sont mis à tuer tout le monde. Et à l'époque, ils avaient la notion que les zombies ne s'activaient que la nuit. Et là, on revient vers le présent, et on se dit, ok, sauf que là, ils sont dans la merde, on est en plein jour, et les zombies continuent d'attaquer, et ils ont utilisé toutes leurs stratagèmes de défense, parce qu'ils avaient prévu de tenir jusqu'au lever du jour. Et le lever du jour est passé. Donc ils ont plus de munitions. Et là, je trouve que vraiment, on a un côté, on se retrouve direct dans l'action, genre on a un petit flashback, qui nous hype un peu et on attend pendant tout ce flashback. Moi j'attendais qu'une chose, c'était de savoir ce qui arrivait à nos héros, quoi, où est-ce qu'ils en étaient, parce qu'on le sait qu'ils sont dans la merde. Ça fait 1 an que tout le monde savait qu'ils étaient dans la merde. Et j'ai pas été déçue. Et là on nous dit, clap de fin, rendez-vous à la saison 2. Clap de fin également pour cet épisode, avant la 3e et dernière partie de ce spoil de Kingdom. On va vous spoiler toute la saison 2, donc soyez prêts. 6 épisodes, ne soyez pas en retard. Bon à la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à soutenir nos invités en allant les écouter sur leurs divers podcasts et les soutenir sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à soutenir Podcut en allant écouter les autres podcasts du label. Et pourquoi pas, en allant checker notre Patreon. Le lien est dans la description. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye.
是